Les piliers de la mécanique quantique sont 6 postulats, introduits en général dans les tout premiers chapitres des cours de base et à partir desquels tout l'édifice théorique s'érige et se prolonge jusqu'à la physique atomique, moléculaire ou physique de la matière condensée, ceci plutôt à basse énergie, et à plus haute énergie la physique nucléaire et la théorie quantique des champs, qui elle-même est à la base du modèle standard des interactions faibles, fortes et électromagnétiques. Cette théorie quantique des champs n'est pas une unification à proprement parler entre la mécanique quantique et la relativité restreinte, puisqu'il ne s'agit pas de déduire l'une de l'autre ou bien les deux théories de principes flux fondamentaux, mais plutôt il s'agit d'une sorte de pseudo-unification au sens restreint où on en est capable d'intégrer les deux théories dans un même cadre et les faire fonctionner de façon harmonieuse. En tout cas, pour ce qui concerne les interactions faibles, fortes et électromagnétiques. Au-delà de la théorie quantique des champs, il y a des approches concurrentes que sont la théorie des supercordes et la théorie de la gravité quantique à boucle, visant à faire de même pour la gravité. Des efforts héroïques qui n'ont pas encore été récompensés à leur juste mesure. Et pourtant, là encore, ce n'est même pas un véritable programme d'unification qui est poursuivi, mais quelque chose de beaucoup plus limité. On cherche juste un cadre théorique permettant au principe de la relativité générale ici, et de la mécanique quantique, qui est au cœur de la théorie quantique des champs, de s'intégrer de manière non conflictuelle dans ce nouveau cadre théorique. La mécanique quantique n'a jamais été prise en défaut, ayant triomphé dans tous les domaines et ses applications innombrables ayant transformé notre mode de vie. Mais ce qui doit nous motiver avant tout, c'est la question de sa complétude. Précisément parce que tout le reste de la physique repose en grande partie sur elle, et qu'on ne peut se permettre de bâtir sur des sables mouvants, il faut se demander si la mécanique quantique est une construction achevée dans le sens où son unification serait achevée. Si tel est le cas, on peut sans doute se satisfaire de ce schéma, mais dans le cas contraire, il se pourrait qu'une compréhension plus approfondie de la mécanique quantique elle-même nous conduise à des révisions importantes de ce schéma. Les théoriciens ont longtemps espéré réduire la mécanique quantique, au moins en partie, à une théorie plus continue, plus locale, donc plus proche de la physique classique. C'est un réductionnisme qui peut se comprendre dans une démarche unificatrice, mais les efforts ont été vains. La mécanique quantique est restée une sorte de mariage de la carpe et du lapin, avec des équations d'évolution, comme les équations de Maxwell ou de Schrödinger, qui sont essentiellement héritées de la physique classique, la théorie classique des champs, et qui sont donc absolument continues et locales et décrivent la propagation de paquets d'ondes totalement libres, c'est-à-dire sans interaction. Et c'est ce qui est figuré par les propagateurs, c'est-à-dire les lignes que vous voyez dans les diagrammes de Feynman, ce sont tous des propagateurs. Mais il y a en plus maintenant de nouveaux principes complètement inattendus pour décrire les interactions. Inattendus car ils semblent n'entretenir aucune relation avec la physique des équations d'évolution continue dont je viens de parler. Ces nouveaux phénomènes présentent en effet la caractéristique singulière d'introduire des processus discontinus et non locaux, c'est-à-dire semblant ignorer les distances, se propageant à des vitesses supérieures à la lumière, ce qui veut dire qu'il existe des référentiels où ils doivent être instantanés même. Le premier de ces phénomènes discontinus est celui qui dit que les interactions s'effectuent essentiellement par échanges discrets qui sont en définitive compris comme de véritables créations et annihilations de paquets d'ondes en théorie quantique des champs. Et ces phénomènes-là sont en fait représentés par les vertex que vous voyez ici, les croisements entre les lignes, les vertex des diagrammes de Feynman. Ici, par exemple, c'est le paquet d'ondes d'un électron qui est en fait ici approximé par une seule onde plane, étant une patte externe du diagramme, qui s'annihile avec le paquet d'ondes d'un positon, celui-ci, aussi réduit à une unique onde plane, pour donner le paquet d'ondes d'un photon, ici également une unique onde plane, car il n'y a pas de boucle dans le diagramme. Dans cet autre diagramme, par exemple,
Les fréquences et les vecteurs d'onde ne sont pas contraintes à l'intérieur de la boucle que vous voyez ici à l'intérieur. Et on a donc de vrais paquets d'ondes pour les propagateurs internes. Les vertex que vous voyez un peu partout dans ces diagrammes ne détruisent pas en fait véritablement les paquets d'ondes, ne détruisent pas les superpositions d'ondes, mais les transforment en de nouvelles superpositions. Ils les annihilent et les recréent. Mais il y a aussi un deuxième type de processus encore plus radical, qu'on appelle l'effondrement des paquets d'ondes. C'est une projection qui est capable de détruire une partie des superpositions d'ondes pour choisir un état final. Ceci de façon toujours apparemment discontinue et non locale. Les effets non locaux, c'est-à-dire qui semblent ignorer les distances, étant même observationnellement mis en évidence par les expériences de type EPR. Donc ici, par exemple, vous avez un grand nombre de diagrammes de Feynman qui ont tous pour état final une paire électron-positron. Mais il y a évidemment d'autres diagrammes de Feynman qui ont d'autres états finaux. À l'arrivée, lorsqu'on observe l'état final, il va donc y avoir une certaine probabilité que cet état final soit l'état final avec un électron et un positron, et des probabilités que ça soit un autre état final. Et lorsqu'on effectue une mesure, il y a un choix qui se produit, un effondrement qui va détruire, dans le cas où on détecte effectivement un électron et un positron, qui va détruire tous les autres états finaux. Ce dernier processus de mesure ou d'effondrement des paquets d'ondes est aujourd'hui l'objet de recherches très actives et demeure très énigmatique. Nous allons maintenant rapidement voir toutes les bonnes raisons de penser que la compréhension de la mécanique quantique n'est pas achevée et que le positivisme doit être dépassé pour parvenir à cette meilleure compréhension. Cependant, si je défends une approche résolument réaliste, bien sûr je ne peux pas exclure que l'approche positiviste soit en définitive la bonne, qu'elle soit indépassable, ou même une approche qui serait franchement spiritualiste. Je l'ai déjà évoqué, mais les expériences de type EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, en mettant en évidence des corrélations non locales, ont ruiné tous les espoirs de parvenir à réduire la théorie quantique à une théorie plus locale. De ce point de vue, donc, le réductionnisme a échoué. Cependant, en un sens illimité, c'est-à-dire seulement en ce qui concerne l'effondrement du paquet d'ondes, un certain nombre de physiciens espèrent qu'une description purement locale, c'est-à-dire reposant seulement sur les équations de propagation, pourrait suffire à comprendre cet effondrement. Avec les théories dites de décohérence, ces physiciens continuent en effet de s'attaquer au problème de la mesure, celui de la destruction apparente des superpositions quantiques, pour montrer qu'il s'agirait d'une illusion en réalité. Les superpositions n'étant en fait jamais détruites, mais certaines parties de ces superpositions devenant inaccessibles à l'observation en pratique, ceci de façon parfaitement continue, et générant alors autant d'histoires parallèles qui s'ignorent. Il s'agit en fait d'une approche qui conduit tout droit à l'interprétation des univers multiples d'Everett. On peut douter que cette voie soit promise à un grand avenir pour plusieurs raisons. D'une part, l'explication est partielle. Il demeurera toujours le premier type de phénomène discontinu et non local, auquel est même associée la constante fondamentale de la physique et la constante de Planck, et à propos duquel la décohérence ne dit rien du tout. C'est ce phénomène discontinu qui se produit au vertex, où on a des créations et annihilations. Du coup, pourquoi nier ou même minimiser le caractère fondamentalement discontinu également et non local du deuxième type de processus, celui qui effondre les superpositions? Et n'est-il pas plus naturel, au contraire, ne serait-il pas plus fructueux d'analyser ces rapports avec le premier type de phénomène discontinu? D'autre part, et même y compris pour les physiciens qui l'ont théorisé, la décohérence ne résout que partiellement, ou en fait n'a pas vraiment vocation à résoudre le problème de la mesure. Entre autres, car c'est l'argument de Roger Penrose, elle ne sait pas expliquer pourquoi les superpositions qui se décorrèlent correspondent à celles que l'on observe à l'échelle macroscopique, et pas à d'autres également tout à fait possibles que l'on n'observe jamais. Cet argument que l'on doit à Roger Penrose est développé dans l'article de Wikipédia sur la décohérence, auquel je vous renvoie si vous voulez en savoir plus. Au bout du compte, si la décohérence ne résout en fait que certains problèmes de la transition quantique classique,
Ne perd-elle pas l'essentiel de son intérêt? Ne devrait-on pas attendre de la bonne explication qu'elle soit complète et qu'elle intègre tous les aspects, aussi bien en particulier les effets non locaux? En fait, on a aussi le sentiment que ce qui dérange encore certains physiciens adeptes de la décohérence, c'est à nouveau d'avoir à trop prendre au sérieux les effrayantes influences magiques à distance, pour reprendre l'expression d'Einstein, qui sont au cœur de la mécanique quantique. C'est une peur irrationnelle, car comme nous l'avons précisé dans une précédente vidéo, la science ne doit pas avoir pour objectif de nécessairement tout ramener à des principes en accord avec le sens commun. Maintenant, même s'il se pourrait en définitive que les positivistes aient raison, l'objectif de toute science a toujours été de décrire le monde réel. Et renoncer maintenant à cela en érigeant des barrières définitives, pour un scientifique, cela revient à scier la branche sur laquelle il se tient. Et c'est certainement une des choses que l'on ne devrait se résoudre à faire qu'en dernière extrémité, si seulement toutes les autres options ont été définitivement exclues. Ces barrières infranchissables sont le fait de considérer les paquets d'ondes comme des outils de calcul et de renoncer à décrire le réel en soi, ou encore de considérer que les paquets d'ondes sont réels, mais qu'une partie d'entre eux, en se décorrélant, vont produire des infinités d'histoires parallèles qui nous seront dorénavant définitivement inaccessibles. Maintenant, il y a un dernier indice, et non des moindres, qui nous encourage à rechercher une théorie fondamentale au-delà de la mécanique quantique, telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est le fait que la constante de Planck, qui est associée à la mécanique quantique, à elle seule définit une échelle d'énergie. À toute distance d, on peut associer en effet 5 échelles d'énergie apparemment indépendantes. À une fréquence d en particulier, je peux associer un temps, une durée, en divisant d par la vitesse de la lumière c, d sur c, et donc une fréquence c sur d, si je l'inverse. Et alors, h fois c sur d, c'est h fois une fréquence, c'est donc l'énergie du quantum associée à cette distance petit d. Mais à cette même distance petit d, on peut aussi associer une énergie de type électromagnétique. Si l'on a par exemple deux électrons séparés de cette distance, cette énergie E carré sur d. Et nous l'avons manipulée souvent lorsque nous faisions de la physique classique. Il y a d'ailleurs aussi d'autres énergies analogues associées aux autres interactions. Les interactions faibles, fortes, gravitationnelles. Il y a donc à chaque fois un nombre sans dimension que l'on peut obtenir simplement en divisant deux de ces échelles d'énergie. Lorsqu'on le fait entre l'énergie du quantum et l'énergie électromagnétique, on trouve 1 sur 137 à peu près. C'est la constante de structure fine, alpha qui vaut E carré sur H bar C de l'ordre de 1 sur 137. Einstein lui-même et de nombreux autres physiciens théoriciens ont toujours pensé qu'à chaque fois que de tels nombres sans dimension apparaissent en physique, c'est qu'ils exigent une explication. C'est qu'il y a une unification, ici en l'occurrence, qui doit relier les énergies de type électromagnétique à celles associées au quanta. De même, une unification doit être recherchée pour la même raison entre les différentes interactions, électromagnétiques, faibles, fortes, gravitationnelles. Mais curieusement, alors que des efforts colossaux ont été entrepris pour l'unification des interactions, presque aucun n'a été consenti pour élucider la valeur de la constante de structure fine, c'est-à-dire le lien entre l'énergie du quantum et l'énergie électromagnétique. Alors que le nombre en question, 1 sur 137, est en plus très proche de 1, ce qui semble indiquer un lien plus étroit entre l'énergie du quantum et l'énergie électromagnétique qu'entre l'énergie du quantum et les autres types d'énergie. Cette constante de structure fine, sans dimension, qui vaut 1 sur 137, c'est ce que Feynman considérait comme le plus grand mystère de la physique. On devine maintenant un peu mieux pourquoi peu d'efforts ont été consentis à élucider ce alpha, compte tenu de ce que j'ai dit plus haut. Pour avoir la moindre chance d'expliquer ce mystère, il faudrait dévoiler une théorie plus fondamentale que la mécanique quantique, qui prédirait cette valeur. Et c'est précisément la théorie que la majorité des physiciens ont décidé de ne pas rechercher, en invoquant divers prétextes, que ce soit de nature philosophique pour les positivistes, ou plus physique pour certains partisans de la décohérence et des univers multiples. Mais dans les deux cas,
Ces prétextes, ils ont tous en commun qu'ils essayent d'ériger des barrières, nous interdisant à tout jamais d'explorer de nouvelles voies. En définitive, en plus du problème de la mesure, il y a probablement deux questions distinctes qui restent encore à résoudre. L'origine du quantum lui-même, pourquoi les énergies et les impulsions sont proportionnelles aux fréquences, et ensuite relier E carré à H, c'est-à-dire élucider ce lien mystérieux entre l'interaction électromagnétique et l'énergie du quantum. En ce qui concerne cette première question, il faut remarquer que la constante de Planck, elle fait le pont en fait entre le contenant, c'est-à-dire des grandeurs liées à l'espace et au temps, comme la fréquence, la longueur d'onde, et le contenu, c'est-à-dire des grandeurs transportées par les champs eux-mêmes. Et on peut faire une analogie avec la vitesse de la lumière qui, elle, est le pont entre l'espace et le temps. Donc, la vitesse de la lumière est le pont entre l'espace et le temps, tandis que h serait le pont entre le contenant et le contenu. Cette constante h est donc dimensionnelle, tout comme la vitesse de la lumière. Et pas plus que la vitesse de la lumière ne nécessite a priori que l'on élabore une théorie pour prédire sa valeur. Cela ne signifie pas qu'il n'y a rien de plus à comprendre et rien de plus à décrire que les relations de quantification telles que nous les connaissons. Mais cela ne signifie pas non plus le contraire. Peut-être pourrions-nous nous satisfaire du fait que ce qui en définitive est quantifié et dont on peut déduire les relations de quantification de toutes les autres grandeurs associées au champ, énergie, impulsion, moment cinétique, spin. Finalement, ce qui est quantifié, en premier lieu, c'est probablement l'action. Et que cette action est bel et bien la construction la plus fondamentale de la physique, au-delà des champs eux-mêmes, qui servent à la construire, puisque c'est de principes de moindre action que se déduisent toutes les lois d'évolution continue de la physique moderne. Et la constante de Planck est bel et bien un quantum d'action. Pour ma part, cela me laisserait encore sur ma faim, car à la différence de la vitesse de la lumière, qui est introduite dans le cadre d'une véritable unification de l'espace et du temps, reposant sur les symétries du groupe de Lorentz, en ce qui concerne la constante de Planck, on discerne nettement moins les symétries et les principes d'unification qui seraient à l'œuvre. Peut-être que l'on pourrait donc se satisfaire de ce niveau de compréhension en ce qui concerne la première question, c'est-à-dire l'origine du quantum. Par contre, en ce qui concerne la deuxième question, nous sommes plongés, comme disait Feynman, dans le mystère le plus total. Maintenant, si pour nous la nature se manifeste tantôt de façon complètement continue et locale, et tantôt au contraire de manière discontinue et radicalement non locale, quelle sorte de pont pourrait connecter ces deux sortes de phénoménologie a priori totalement exclusives l'une de l'autre, irréconciliables? Cela signifie-t-il qu'il faille abandonner tout espoir d'unification, semble-t-il irrémédiablement compromise, et que nous serions condamnés à une sorte de vision schizophrénique de la physique? Je ne le pense pas, car il y a une autre façon d'unifier que de tenter de tout réduire à de la physique continue et locale, comme cela a été fait pendant des décennies. La bonne façon d'unifier est sans doute de partir de principes de symétrie. C'est la grande leçon de la physique moderne, mais qui curieusement passe à la trappe dès qu'il est question d'interpréter la mécanique quantique. Voilà d'où cette unification pourrait venir. Il se trouve que la relativité générale a en fait complètement dissous les symétries globales d'espace-temps du groupe de Lorentz, les symétries de l'espace-temps plat, qui sont réduites à n'être plus que de misérables et approximatives symétries locales en relativité générale. En effet, si l'on pense que le champ gravitationnel représente des déformations de l'espace-temps lui-même, comme c'est le cas en relativité générale, effectivement, tous les points de l'espace-temps ne sont plus équivalents. Et il est normal de ce point de vue que les lois de la physique ne soient plus invariantes sous transformation globale de Lorentz. Mais si la gravité ou les gravités ne sont que des champs comme les autres, qui déforment les intervalles spatio-temporels seulement en apparence, lorsqu'on les perçoit au travers des prismes gravitationnels, l'espace-temps lui-même demeurant intrinsèquement et fondamentalement non déformé, alors la symétrie globale d'espace-temps est restaurée par-delà les effets de la gravité. C'est précisément ce que fait la théorie de la gravité avec versant obscur, en réintroduisant une métrique de fond minkowskienne non dynamique. Ce faisant, elle restaure une très puissante symétrie
qui avaient été perdus par la relativité générale. Et à partir de là, par une chaîne de raisonnement apparemment univoque, on en a déduit que la gravité doit se dédoubler, qu'une nouvelle symétrie sous permutation apparaît, que cette symétrie équivaut à une nouvelle façon de comprendre en fait l'inversion du temps, et qu'à cette inversion du temps correspond même un processus physique nouveau qui est discontinu. Au final, on a donc restauré un principe de symétrie initiale dans sa forme la plus pure, symétrie globale d'espace-temps, et c'est cela qui a sécrété à la fois de nouvelles symétries continues et discrètes, plus limitées, on pourrait dire brisées, pour utiliser un langage plus moderne, et avec ces nouvelles symétries, des processus continus et discontinus qui leur sont respectivement associés. Quelle meilleure unification pouvait-on espérer? Et n'était-ce d'ailleurs pas quelque chose que l'on pouvait anticiper, le groupe de Lorentz lui-même intégrant déjà dès l'origine tout à la fois les symétries de nature discrète, l'inversion du temps, de l'espace, mais aussi de nature continue, les rotations, les boosts de Lorentz? Insistons là-dessus et soyons encore plus précis. La symétrie globale d'espace-temps associée à la métrique de fond, Minkowski, est perdue en apparence, c'est-à-dire dès que l'on se place du point de vue d'observateur situé dans l'une ou l'autre métrique. Les symétries induites manifestes, celles que l'on perçoit en tant qu'observateur dans chaque métrique, sont dégradées. On ne perçoit alors en effet que des symétries locales, et qui sont encore plus dégradées dans la théorie de la gravité avec version obscure qu'en relativité générale d'ailleurs. Car par exemple, la symétrie locale sous translation dans le temps est perdue. Cela est dû au fait que nous avons évidemment un temps zéro privilégié, lié à la présence de l'autre versant de la gravité. Je rappelle que ce temps zéro est celui auquel les facteurs d'échelle des deux gravités se croisent. Donc, tous les effets associés à l'existence de la deuxième gravité vont être pour nous des effets qui violent l'invariance sous translation locale. Ces effets signalent qu'il y a un temps privilégié. Mais d'un autre côté, à ce temps zéro privilégié est désormais associée une nouvelle forme de la symétrie discrète d'inversion du temps. Cette symétrie discrète est d'abord comprise comme une symétrie sous permutation, grand X, mais nous avons vu que cette permutation est véritablement une symétrie discrète d'inversion du temps par rapport à une origine privilégiée. Cette symétrie n'est pas la symétrie locale d'inversion du temps au sens usuel en relativité générale, c'est-à-dire valable dans chaque référentiel localement minkowskien. Cette symétrie discrète n'est pas non plus la symétrie mère globale associée au fond globalement minkowskien, mais une sorte de symétrie induite, à nouveau dégradée, brisée on pourrait dire. Elle est induite par la naissance de l'univers, c'est-à-dire de deux versants de la gravité qui ont émergé de Minkowski au temps zéro et qui ont commencé à évoluer. Enfin, à cette symétrie peut être associé maintenant un nouveau type de processus physique autorisé, qui est la permutation des facteurs d'échelle, processus discontinu sur lequel repose notre modèle cosmologique. On a donc bel et bien, du seul fait d'avoir introduit initialement une métrique de fond non dynamique minkowskienne, un cadre théorique avec des symétries discrètes et continues unifiées, auxquelles correspondent maintenant des processus physiques continus et discontinus unifiés. On voit qu'avec la théorie de la gravité avec versant obscur, un nouvel et fantastique espoir se dessine, puisque celle-ci est capable d'unifier le continu et le discontinu. Si elle en est capable, pourquoi ne pourrait-elle pas aussi rendre compte des processus quantiques eux-mêmes ? Aujourd'hui, les processus discrets quantiques sont introduits sous la forme de postulats et concernent les échanges d'énergie et d'impulsion, les créations et les annihilations de paquets d'ondes. Mais ces lois de quantification de Planck-Einstein ne semblent issues de nulle part. Aucun principe de symétrie, apparemment, ne les dicte. Et en plus, la constante de structure fine, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons vu, requiert une explication. Par conséquent, si nous avons une théorie qui permet d'unifier les processus discontinus associés à nos nouvelles symétries discrètes, de les unifier à la physique habituelle, continue, ce qui est le cas dans la théorie de la gravité avec versant obscur, alors peut-être que c'est
en même temps les phénomènes quantiques que l'on pourra unifier aux autres phénomènes continus, les phénomènes décrits plutôt par les propagations de paquets d'ondes. En fait, depuis longtemps déjà, voyant que la nature obéit à des lois quantiques, donc discontinues, ce qui d'un point de vue réaliste n'est possible que si les champs eux-mêmes subissent des discontinuités, des recherches auraient dû être menées pour comprendre comment des discontinuités de champs peuvent être introduites en physique fondamentale. Il est vrai que cette démarche ne pouvait pas être guidée par des principes de symétrie tant que l'on était dans le cadre de la relativité générale. La théorie de la gravité avec versant obscur change complètement la donne de ce point de vue. Maintenant, il y a encore un autre problème que des discontinuités de la gravité peuvent nous aider à résoudre. Nous savons que la gravité de notre théorie avec versant obscur peut difficilement être un champ quantique, à cause des problèmes de stabilité évoqués dans notre première vidéo. Mais si elle n'est pas quantique, d'autres graves problèmes se posent. La raison pour laquelle les physiciens pensent que la gravité doit être quantique, tout comme les champs de matière par exemple sont quantiques, est que si elle demeure classique et décrite seulement par l'équation de la relativité générale, alors cette gravité classique, donc continue, on voit mal comment elle pourrait rester continue alors que sa source, c'est-à-dire la matière, subit des sauts quantiques, c'est-à-dire discontinue. En fait, les identités de Bianchi l'interdisent. Notre idée pour la suite, c'est que la gravité de notre théorie avec versant obscur, en fait, n'est pas quantique, mais elle n'est pas non plus continue. C'est-à-dire que les discontinuités comme celle du facteur d'échelle nous obligent à penser que notre gravité n'est pas toujours et partout soumise à notre équation d'Einstein modifiée, mais seulement dans certains intervalles d'espace-temps ayant des frontières. Et c'est à ces frontières seulement qu'interviennent les discontinuités de la gravité. Du coup, il est possible que les phénomènes discontinus de la théorie quantique des champs, autrement dit les vertex, interviennent aussi à ces frontières de domaine. À l'intérieur des domaines ouverts d'espace-temps, au contraire, notre équation de la gravité avec versant obscur est valide, et la gravité évolue continuellement, tout comme les paquets d'ondes des champs de matière qui la sourcent. Ces paquets d'ondes évoluant également de façon continue entre deux vertex. Voilà donc un schéma susceptible de résoudre toutes les incompatibilités apparentes. Pour insister là-dessus, vous voyez ici à nouveau un diagramme de Feynman. Nous avions déjà remarqué que dans ce diagramme de Feynman, les lignes représentent des phénomènes continus, régis par des équations différentielles d'évolution, tandis que les vertex représentent les annihilations, créations de paquets d'ondes qui sont discontinues. Notre idée, c'est que la gravité également va être continue uniquement le long des intervalles où nous avons ces lignes en bleu ici. Et ce sont des intervalles ouverts, c'est-à-dire des intervalles qui ne comprennent pas leurs frontières. Les frontières sont exclues de l'intervalle. Par contre, aux vertex, les vertex qui sont problématiques, car normalement, si les champs de matière sautent de façon discontinue, on ne comprend pas comment ils pourraient le faire à droite de notre équation de la gravité modifiée, puisque même dans notre cas, des identités de Bianchi sont approximativement valides. Eh bien, en réalité, à ces vertex, où on a les phénomènes discontinus de création et d'annihilation de paquets d'ondes, les équations de la gravité continue ne s'appliquent pas, puisque ces vertex sont exclus des domaines. À ces vertex, au contraire, c'est là que nous avons nos discontinuités du champ gravitationnel. Donc la gravité n'est pas quantique, dans le sens où, au vertex, il n'y a pas de création de paquets d'ondes de la gravité, il n'y a pas de création de gravitons. Ce ne sont que les paquets d'ondes de la matière et du rayonnement qui sont concernés à ces vertex par la création et l'annihilation. Mais à ces vertex, notre gravité va être discontinue, elle va subir des discontinuités de champ. Et c'est grâce à cela qu'on peut espérer avoir un cadre dans lequel aussi bien la gravité que la matière peuvent fonctionner ensemble de façon non conflictuelle et d'avoir une véritable unification. Ce que vous voyez là, la discontinuité que j'avais introduite en cosmologie, n'est donc pas une monstruosité, mais en fait c'est une chance inespérée, une chance de relier la mécanique quantique avec le reste de la physique et d'achever une unification.
La mécanique quantique, si on la prend vraiment au sérieux, c'est-à-dire si on ne renonce pas au réalisme, met d'ailleurs en œuvre des processus discontinus, des véritables créations et annihilations de paquets d'ondes, qui sont bien plus choquants et défient beaucoup plus l'entendement que cette discontinuité que nous avons introduite. Cette longue digression étant achevée, nous allons regarder maintenant plus attentivement et de façon totalement décomplexée la signification mathématique de la discontinuité que nous avons introduite en cosmologie, afin d'en tirer toutes les conséquences et de voir dans quelle mesure nous pourrions même éventuellement généraliser cela à d'autres situations. Nous considérons d'ores et déjà cela comme une première étape devant nous guider à terme vers l'élucidation des postulats si étranges de la mécanique quantique.